puisqu'ils étudient leur langue et les appliquent à l'école. Les élèves étudient la même langue dans le même vocabulaire. Oui, une petite remarque avant préalable avant d'aborder cette question du standard berbère. Je crois qu'il faut vraiment, parce que c'est des choses qui apparaissent souvent dans les débats chez nous, il faut vraiment prendre conscience que ces questions, disons, linguistiques, culturelles, et d'ailleurs comme d'action sur la société, au fond, sont des choses très complexes, très complexes, très diverses, aux acteurs multiples, aux interférences multiples, qui ne relèvent pas, comme tu viens de le dire, de la baguette magique, quelle qu'elle soit. Je veux dire, c'est pas l'État qui produit la langue, c'est pas un individu qui produit la langue, c'est pas l'État qui produit la culture. C'est des choses très très compliquées. Et déjà, je crois, vous parliez pour terminer cette remarque préliminaire, je crois que de ce point de vue-là, en particulier les Kémiques, d'une façon générale, les berbérophones n'ont attendu le feu vert de l'initiative, j'allais dire, de personne. Et c'est en ça qu'on peut voir que c'est une langue et une culture vivante, parce qu'elle est productive, elle est autoproductive. On n'a pas eu besoin de ministère de la Culture pour qu'il y ait une littérature écrite berbère. On n'a pas eu besoin du ministère de la Culture pour qu'il y ait un formidable développement de la chanson berbère, et ainsi de suite. Je veux dire que par là, de toute façon, euphémiser un peu sur le dynamisme et les capacités internes de nos sociétés. Vous savez, alors même si au début c'est très modeste, mais c'est tout ça, c'est toutes ces initiatives, c'est tout ce croisement d'initiatives. Du type qui se met à écrire en berbère, du type qui se met à chanter en berbère, du type, bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite, à écrire son petit manuel d'histoire en berbère, c'est tout ça qui fait, au fond, qui donne du contenu, qui donne de la densité à cette langue et à cette culture, et qui fait que ça n'est pas un folklore, c'est une culture vivante. Ça n'est pas, on ne passe pas, on voit très bien en pays, c'est pas ça, on passe ces 50 dernières années, la culture d'institution du proche. Donc, il y a 70 ou 80 ans. Tellement, si vous voulez, quand on a affaire à des langues qui ont ce type de retard historique, exactement, qui n'ont pas de standard constitué, et on peut voir faire l'analyse aussi en sens inverse. On pense toujours à des langues comme le français, des langues comme l'allemand, qui sont fortement standardisées, normalisées. En réalité, quand on se penche sur l'histoire sur la genèse de ces formes standards, on s'aperçoit qu'elles ont mis très longtemps à se mettre en place aussi. Ce n'est pas par des coups de baguette magique. Donc, je crois que ce sont des perspectives qu'il faut gérer avec réalisme. Bon, nous sommes un certain nombre à avoir pris des initiatives dans ce sens. Nous travaillons beaucoup avec nos amis et collègues marocains. Bien entendu avec nos amis et collègues algériens. Je me suis rappelé à l'instant le poids probable, en tout cas prospectif, que pourront jouer à terme des instituts de langue et culture berbère de Tizi et Fouji. Il est bien évident, c'est une chose que je dis depuis fort longtemps, que désormais c'est une responsabilité majeure et urgente des berbérisants, et en particulier des berbérisants maghrébins, qui sont nombreux du côté marocain, moins nombreux du côté algérien, mais c'est une de leurs responsabilités, je dirais, un de leurs grands chantiers pour les 2 ou 3 décennies devant nous. Voilà. Un petit mot sur la démocratie. On dit le mot démocratie du grec démos, le peuple, et krapos, pouvoir. Un certain président a annoncé que le mot est arabe, qui veut dire dérive keresi, c'est-à-dire toujours pouvoir au pouvoir. Vous pouvez le dire ici. L'humoriste Blake, dans sa première pièce Cocktail Toronto, il a expliqué que démocratie veut dire mettre aussi. Quand on prend la chaise, on a le siège, on lâche plus. Vous avez écrit dans votre livre Démocratie primitive berbère, exemple l'assemblée du village, Tejma, comme l'agora grecque.
qui existe jusqu'à nos jours, jusqu'à ce jour, et c'est vrai. En fin de compte, la démocratie n'était pas née en même temps dans plusieurs pays méditerranéens, notamment ceux du Sud, c'est-à-dire la terre. Oui, c'est une question d'anthropologie historique assez complexe. C'est vrai, hein, c'est évident qu'il y a un monde méditerranéen qui, par certains aspects, en particulier ce que vous évoquez, cette organisation démocratique, en tout cas, pour l'époque, s'il faut nuancer dans la notion de démocratie, que ce soit la démocratie grecque ou la démocratie gallo-assyrienne, n'est pas tout à fait celle conforme à ce qu'on entend maintenant, puisque, par exemple, chez les Grecs anciens, les femmes étaient exclues, chez nous, et aussi les esclaves, hein, puisque c'était une société qui distinguait différents types de personnes. Mais c'est vrai qu'il y a là, et on peut le regretter, est-ce que tout ça est modifiable, j'en sais rien, ça n'est pas impossible, parce que quand on regarde de près, on s'aperçoit quand même que les formes de démocratie collective de base continuent à fonctionner, y compris en immigration, mais sur des objectifs et des intérêts relativement restreints. Il est probable d'ailleurs, et ça, c'est une constatation et un regret disons, une observation sur la longue durée, malheureusement les États-nations modernes, algériens et marocains, se sont inscrits directement dans la tradition française et n'ont fait que renforcer l'appareil institutionnel hérité de la France et ont donc en quelque sorte parachevé le travail de destruction des structures traditionnelles. Mais ça, c'est l'histoire. Peut-être y aura-t-il un jour des formes de redémarrage, de redéploiement de ces formes-là. Oui, merci pour vos questions, vous soulevez un problème important. Vous faites allusion à cette prise de position que j'ai publiée dans Le Monde en juillet dernier, qui s'appelait Pour l'autonomie linguistique de la Kabylie. Oui, si vous voulez, ce que je crois, et c'est un petit peu comme ça que j'ai toujours conçu mon rôle intellectuel, c'est que il ne faut pas se contenter, je dirais, de mots creux ou de slogans. Il faut toujours s'interroger sur ce que signifient les mots, et qu'est-ce qu'on y met, très précisément. Pour ça, depuis quelques années déjà, au moins depuis 1995, j'avais pris dans une interview donnée à Liberté, au journal Liberté d'Alger, ce type de position. Parfois, je suis assez brutal dans mon approche parce que je crois que trop souvent, et c'est peut-être l'une des limites, peut-être l'un des constats négatifs qu'on peut faire sur les 18 dernières années, les 80, c'est que la réflexion n'a peut-être pas suffisamment avancé sur le contenu des choses, sur le contenu concret des choses. Si vous voulez, autant je maintiens que ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a une formidable manifestation de volonté d'existence mérophone et en particulier en Kabylie, une manifestation durable, explicite, qui dépasse très largement des groupes d'élites, qui touchent toute la population, autant je dirais que du côté de ces élites, que ce soit associatives, politiques, si vous voulez, on s'est peu interrogé sur le contenu concret des choses. Je veux dire par là, que veut dire la notion de reconnaissance d'une langue? Quelles sont les conditions de survie d'une langue et de reconnaissance effective, fonctionnelle d'une langue? Et c'est un petit peu ce genre de cette irritation, en quelque sorte, face à... Je considère que sur le plan de la réflexion, si au plan social il y a eu un formidable développement et une confirmation de cette revendication, au plan de sa définition, on n'a pas beaucoup avancé depuis 80 ans. Et là, je vous rejoins tout à fait, en ce sens que je crois que ni du côté de l'organisation culturaliste de type MCB, ni du côté des partis politiques, on a réellement posé la question de manière concrète. Que voulons-nous? Quel est notre
projet pour cette langue et cette culture, hein, et vers quoi devons-nous tendre? Je crois qu'on s'est souvent contenté de slogans qui sont mobilisateurs, mais dont on voit bien lorsqu'il s'agit de passer à l'acte qu'on n'a pas beaucoup réfléchi sur leur contenu. Hein, que veut dire la reconnaissance de la langue berbère? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être tout et son contraire. À la limite, les tenants du régime actuel peuvent parfaitement défendre avec des arguments sérieux qu'ils ont reconnu à travers la création du HCA et l'ouverture d'enseignement facultatif du berbère. D'accord? Donc, les mots ne veulent pas, il faut les définir. Et comme je l'ai dit même de façon très brutale, même la revendication de reconnaissance constitutionnelle de la langue berbère, à mon avis, c'est du juridisme creux si on n'a pas un vrai programme, hein, qui donne du contenu et qui dit ce qu'on entend par là. Et ma réponse, en tout cas, les contours très imprécis de ma réponse, elles sont fondées sur ma réflexion de linguiste, socio-linguiste, c'est de dire qu'une langue ne peut exister durablement et pour l'avenir, hein, se pérenniser et se développer et être le vecteur d'une culture vivante dans la perspective, sur la longue durée, j'entends, hein, bien entendu, que s'il est reconnu dans ce comme entité spécifique et pas simplement comme élément marginal du patrimoine. Je veux dire par là, pour être encore plus net, ça c'est le linguiste qui parle, une langue ne peut exister qu'avec un support humain et un territoire. En dehors de ça, durablement, on ne voit pas très bien une langue sans support humain spécifié et sans territoire, ça s'appelle très précisément une langue morte. Et moi, c'est ce type de considération qui m'amène à dire, bon, tout ça c'est très joli, mais voyons très concrètement ce que veut dire, qu'est-ce qu'on met dans la notion de reconnaissance. Pour moi, si on veut dire par reconnaissance, donner à la langue et à la culture berbère les moyens de sa survie pour les siècles et de son développement, ça implique un usage généralisé, une refonctionnalisation généralisée dans toutes les sphères de la vie sociale, au moins dans les zones berbérophones et plus largement, bien entendu, mais d'abord dans les zones berbérophones, parce que, contrairement à une thèse bien connue du côté algérien et qui curieusement rejoint la doctrine républicaine française, et c'est pas un hasard, le berbère, c'est d'abord la langue des berbérophones. En tout cas, pour le linguiste, c'est ça. Le reste, c'est du formalisme juridique ou de la mystification. Le berbère existe à travers le berbérophone. Il s'agit bien de reconnaître, si on veut assurer la pérennité pour l'avenir, de reconnaître des droits linguistiques à des entités spécifiques, territorialement et humainement spécifiques. Bon, et ça c'est ma position personnelle, il n'est pas très précise en termes de projet politico-juridique, mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois, et là j'avais tout à fait ce que vous dites, c'est que depuis 80, on ne s'est pas trop posé effectivement des questions concrètes sur ce qu'on entend par reconnaissance, et donc que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit du MCD, on est resté relativement flou et vague, sans doute parce que ce sont des questions difficiles aussi. Hein, je veux dire, je disais tout à l'heure que les linguistes avaient été pris un peu de court sur le plan des questions d'aménagement linguistique. Les intellectuels et les politiques aussi, probablement, y compris les plus motivés et les plus concernés, bon, il n'y a peut-être pas suffisamment regardé de près ce que signifiait tout ça, mais les implications, on peut diverger ensuite, bien entendu, hein, là-dessus, mais on peut avoir des réponses diverses. Ce que je crois, c'est qu'on n'a pas vraiment encore posé des questions précises. Bonsoir à tous. Monsieur Jacquer, j'ai suivi de près toutes vos conférences. Disons que le seul problème qui se pose, c'est que vous ne vous exprimez pas en cabine. Parce que je vais être tout ça, Je crois
souligner, bon, là aussi les choses sont complexes, c'est que l'histoire et les déterminations sociales, politiques des différentes régions berbérophones est diversifiée. Il ne faut pas non plus sombrer ou être victime du mythe d'une unité berbère fictive. Hein. Je veux dire par là que les Touaregs évoluent dans un monde, un environnement historique, écologique, géopolitique qui n'est pas celui des Kabyles. Les Berbères marocains, bien que très très proches des Berbères algériens, du Nord en tout cas, c'est aussi une autre histoire politique, c'est aussi d'autres déterminations. L'histoire politique récente du Maroc est très différente de l'histoire politique récente de l'Algérie. Donc il n'est pas étonnant que les cheminements ne soient pas nécessairement parallèles et que les prises de conscience ou les développements ne prennent pas exactement les mêmes formes et surtout qu'il y ait des décalages chronologiques. Vous voyez, prenons le problème de la production culturelle et par exemple de la naissance de l'écrit littéraire. Il a commencé en Italie, on peut même le dater avec des gens comme Blaise Al-Azahir, avec ses Caïmulay, donc la fin des années 40, début des années 50. Il s'est amplifié dans les années 70 et il a trouvé son rythme de croisière dans les années 80. Le passage à l'écrit, la production littéraire écrite. Bon, on voit, mais avec 20, 30, 40 ans de retard, le même phénomène se produire, je dis, dans le domaine rifin, et d'ailleurs souvent avec les processus parallèles, par exemple, beaucoup dans le monde rifin émigré, en Belgique, aux Pays-Bas. On voit apparaître des écrivains berbérophones rifins. Mais ça a 10 ans. Je pense que le premier écrit, le premier recueil de contes rifins doit dater des années 90, pas plus. Bon. Mais on voit quand même que les processus de prise de conscience et les processus, je dirais, de production culturelle et de construction culturelle sont assez semblables, mais ils n'ont pas la même chronologie. Et pour des raisons, je crois, qui sont faciles à comprendre. Mais bon, fondamentalement, à quoi est due cette avance chronologique de la Kabylie? Il y a 2 ou 3 paramètres qui sont évidents, parce que le reste est assez semblable. Les sociétés berbères se ressemblent beaucoup. La société traditionnelle berbère, qu'elle soit rifaine, kabyle ou tamazir du Maroc central, se ressemblent beaucoup. Les fondements anthropologiques se ressemblent beaucoup. Pourtant, il y a une différence de chronologie. Bon, je crois que fondamentalement, c'est lié à l'ancienneté et à l'importance de la formation des élites en Kabylie. Les élites modernes, les élites donc essentiellement francophones, sont de formation ancienne en Kabylie, alors que dans les autres régions berbérophones, elles ont souvent, vous savez, le premier bachelier Touareg, ça remonte peut-être à 25 ou 30 ans, alors que déjà nos arrière-grands-parents, certains d'entre nous peuvent avoir des arrière-grands-parents qui sont sortis de l'école normale des Beaux-Arts. Bon, je veux dire que la formation des élites modernes, essentiellement francophones, a plus d'un siècle, et même, je dirais, 120 ans facilement, en Kabylie. Et de façon significative, ce n'était pas des individus isolés, il y a eu quand même des générations entières d'instituteurs, puis d'écrivains, puis d'interprètes, traducteurs, de ceci, de cela, de petits cadres, de grands cadres, de ce que vous voulez. Alors que dans les autres zones berbérophones, la scolarisation a été très tardive, voire totalement inexistante, comme dans les Aurès, comme dans le domaine chou, vraiment ça n'a commencé qu'à la fin de la période française. Et donc, si vous voulez, une formation des élites qui a vraiment une profondeur de temps très faible, et donc je crois que les relais et les lieux de constitution, les producteurs de discours, les relais, les producteurs circulés sont moins nombreux et des formations plus récentes. En tout cas, dans le champ berbère. Je crois que c'est la raison de fond. Alors, bien entendu, si on essaye d'interpréter cette question de l'ancienneté et de l'importance de la formation des élites, si on considère que c'est un paramètre fondamental, et je crois que c'est un paramètre fondamental, élite politique, élite culturelle, élite diverse du camp Kabylie,
évidemment, c'est lié à l'ancienneté de la colonisation française, ça c'est évident, hein, que la scolarisation des élites modernes, l'ancienneté des élites et l'importance des élites de formation moderne est liée à l'ancienneté de la colonisation française et du début de l'école et de la scolarisation française en elle, mais aussi à un autre phénomène fondamental qu'on oublie trop souvent, à l'ancienneté du contact de la totalité de l'Académie avec la France et les idées modernes à travers l'immigration. N'oubliez pas que l'essentiel de l'immigration algérienne vers la France a été pendant des décennies kabyle, et que c'est là que même des gens de niveau d'éducation relativement faible, voire analphabète, ont pris conscience d'un certain nombre de choses, y compris, c'est là que se sont formés les partis nationalistes algériens. Vous savez, c'est pas hasard si les projets nationalistes algériens se sont formés essentiellement dans l'immigration kabyle en France, hein, parce que c'est là où les gens ont appris des formes d'organisation moderne au contact de la CGT, du PCF, des mouvements internationaux, etc. Voilà. Et aussi, donc je crois qu'il y a ce phénomène, il y a une histoire un peu différente. Hein. Voilà. Je vous remercie, je crois que j'ai répondu à l'essentiel. Donner la parole à monsieur Jean-Louis Baudu, adjoint. Ce qui peut être mon action professionnelle et ma réflexion en termes de chercheur et mon action quotidienne en tant que maire adjoint à la vie associative à Montreuil. Mais je tenais à vous dire que c'est aussi une préoccupation qui, à l'heure actuelle, dans le débat politique français, est une préoccupation importante, puisqu'il y a la discussion sur la signature par la France de la charte des langues qui vont être reconnues comme parlées sur le territoire français. Si vous permettez, j'interviendrai pour vous dire combien votre intervention m'a touché personnellement et pour dire aussi que votre témoignage concorde parfaitement avec tous les échos et les réactions que nous avons eues depuis janvier, date à laquelle, avec un petit groupe d'amis, j'ai pris l'initiative dans le cadre de ce débat sur la signature et la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales minoritaires. Donc j'ai pris l'initiative de demander l'appui d'un certain nombre de personnalités du monde de la culture, de l'université, ce qui nous a amené à avoir de nombreux contacts avec la représentation politique parlementaire, avec un certain nombre d'autorités politiques françaises, et je dois dire, et c'est là où on voit que quoi qu'on en pense, et malgré d'éventuelles déceptions individuelles par la France est un grand pays. Eh bien, je dois dire que tous les contacts et tous les échos que j'ai pu avoir sur ce dossier ont été, je dirais, de même nature que votre intervention et ont manifesté de façon vraiment quasi unanime leur ouverture et leur sympathie et leur accueil en France vis-à-vis de la langue berbère. Je crois que, et là, avec des nuances, hein, bien entendu, l'échiquier politique français est extrêmement diversifié, mais déjà, pour ceux qui ont suivi le dossier dans cette pétition en faveur du berbère, langue de France et d'Europe, nous avons eu d'emblée des signatures, y compris de personnalités politiques, de députés, aussi bien communistes, socialistes que de la droite, hein, des Verts, mais a fortiori dans les contacts plus informels et les contacts avec les autorités concernées, je crois vraiment partout nous avons eu un accueil de profonde sympathie et d'ouverture, et je dois dire vraiment, je viens de terminer la rédaction d'un petit papier qui paraîtra prochainement sur le sujet, mais en 3 mois de contact et de travail sur ce dossier, je dois dire que nous nous sommes adressés au milieu politique républicain de la France, bien entendu, mais je n'ai jamais entendu, je ne me suis jamais vu opposer comme contre-argument que le berbère serait une langue étrangère à laquelle qui ne concernerait pas la société française. Hein.
j'ai toujours eu comme attitude, oui, le Berbère fait partie de l'univers, de l'environnement de la société française et à ce titre, d'une façon ou d'une autre, doit être pris en considération. Et je crois que, je le redis, c'est à ce genre d'attitude qu'on voit que le pays est un grand pays. Merci.